Ok, rebonsoir à tous. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va super. Alors, nous sommes là ce soir, voilà, pour passer un interview. On essaie d'une simulation de l'interview Front-end Senior. Donc, nous avons déjà en place les personnes concernées. Les autres vont probablement nous rejoindre tout au long du call. Déjà, nous avons ici l'invité, bon, pas l'invité, nous avons ici le candidat Khaled. Nous avons ici les deux intervieweurs. Voilà, Ezekiel et puis Salem. Donc, rapidement, ils vont se présenter et puis on va commencer, quoi. Donc, voilà. Donc, je laisse déjà Khaled se présenter rapidement à nous et à ceux qui ne le connaissent pas encore. Et puis Salem euh, et puis Ezekiel. Et puis, on va commencer l'interview. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Vous me recevez? Oui, on te reçoit, oui. Ok. Donc, je me présente. Moi, c'est Sonny Khaled. Je suis développeur full stack, mais spécialisé en front-end. Euh, j'ai environ 4 à 5 ans d'expérience dans l'industrie du développement et tout. Je ne sais pas, est-ce que je dois parler de mes expériences ou bien l'introduction suffit? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme information? Ouais, c'est déjà bon. Je voulais juste savoir qui tu étais, le reste, ce qu'ils ont prévu de leur côté dans l'interview, tous ces genres de questions. On va passer ici à, on va passer ici à Salem qui va se présenter rapidement. Et puis, on va passer à Ezekiel. Amen. Ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Salem Afa. Je suis développeur full stack. Oui, c'est à peu près tout. Ok, super. Amen. Oui, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez très bien, que le week-end se passe bien. Donc, comme l'a dit Jacob, moi c'est Ézéchiel. Certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de moi. Je suis développeur web et mobile, donc je fais principalement du Angular et du Ionic pour faire du cross-platform. Ok, super. Donc, c'est tout, hein. Ok. Merci, Amen. Et merci à vous et merci à tous les participants. Alors, cette interview va se dérouler en trois parties. Vous commencez déjà par t'habituer. Première partie, on aura des questions d'ordre général à poser aux candidats. Seconde partie, des questions un peu plus techniques. Et puis, troisième partie, le candidat va se prêter un exercice que les intervieweurs ont prévu pour lui. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Amen et puis Salem qui vont débuter déjà l'interview. Si Khaled peut allumer sa caméra pour qu'on soit en situation d'interview, au fait, ça serait bien. Si c'est, ça sera l'idéal, quoi. Voilà. Merci et bonne interview à vous. Bonne simulation d'interview à vous. Ok, merci, Godianda. Donc déjà, en avant, Khaled, bonsoir, j'espère que tu vas très bien. Oui, bonsoir. Euh, Comme tu le sais déjà, on a reçu ton CV en anglais. Et tu as déjà, il y a un micro qui est ouvert, c'est ça? Allez, tu as du bruit chez toi là. Tu peux couper pour l'instant, voilà. Oui, bon, je ne peux vraiment pas contrôler ça parce je suis dans un lieu prioritaire, si on va dire. Je suis au scope en fait. Donc, Ok, ok. Donc déjà, ton CV, il est assez clair, hein. Tu as respecté la notion de faire un CV sur une page, c'est super et tout. Le seul, bon, j'ai deux soucis par rapport à ton CV, hein. Deux soucis mineurs. Premièrement, tu as fait un CV franglais. Donc, je vois de l'anglais au niveau des titres, des parties et tout, et subitement, je vois du français au niveau
ta description de ce que tu as fait sur les projets durant l'expérience pro ou bien académique et tout. Donc, il faut essayer d'uniformiser la langue que tu utilises sur le CV. Quand tu as fait 2 CV dans 2 langues différentes, suivant le besoin. La seconde chose, c'est au niveau de la partie, je pense, académique, hein. Je ne vois pas de date ou d'année devant le diplôme obtenu et tout ça. Donc, c'est toujours bien de le mettre pour qu'on ait une idée de ce que tu as fait entre le moment où tu étudiais et quand tu as commencé à travailler et tout. Donc, ça te donne une idée, quelque sorte. Sinon, dans l'ensemble, c'est bien. Je ne sais pas si, Salem, tu as des choses à ajouter à ce niveau. Déjà, bonjour Caleb. J'espère que je prononce bien. C'est Khaled, c'est ça? Ok. Donc, déjà au niveau de ton CV, ça va. Ce qu'elle a relevé, un point qui était essentiel, c'est que certains endroits, on était en anglais, mais c'est clair, on peut évoluer dans la communication de ça. Ok, super. Donc, Salem, je te laisse ouvrir le bal hein, pour la première question. Ok, très bien. Donc, Alex, nous allons, donc, comme il a été introduit, l'interview va durer à peu près entre 45 minutes et 1 heure de temps. Et normalement, on devrait te parler un petit peu de notre entreprise, tout ça, tout ça. On va mettre ça de côté d'abord. Et on va essayer d'analyser un peu quel est ton parcours et d'aller un petit peu plus en profondeur sur tes compétences et tes expériences dans un premier temps. Et ensuite, nous allons essayer d'aller plus en profondeur sur la partie technique. Et enfin, tu seras soumis à un test pratique. Donc déjà, pour commencer, tu as dit que tu es un développeur senior front-end et nous, on aimerait quand même savoir un peu, on a vu un peu sur ton CV, mais on aimerait quand même que tu puisses nous dire encore une fois à haute voix quel est ton parcours et quelles sont tes expériences en tant que développeur front-end. C'est la première question. Ok, merci beaucoup de me passer la parole. Je me présente encore, moi c'est Sonny Khaled, pour ceux qui n'étaient pas là. Comme je disais, j'ai eu à faire du développement depuis déjà le collège, je pense. Donc, j'avais fait à tâtons. Ensuite, bon, c'était évident que j'allais faire de l'informatique. Donc, après, j'ai fait l'école IFRI, l'Institut de formation de recherche en informatique. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait IFRI, l'Institut de formation de recherche en informatique. Et j'ai eu des stages à faire dans au moins 2 ou 3 entreprises comme ça. Ensuite, j'ai enchaîné sur de vrais emplois, par exemple à Urban Technologies, où j'étais développeur JavaScript. Bon, on va dire front-end parce que c'était une équipe purement de développeurs back-end. Ils n'avaient pas vraiment le profil de JavaScript et tout, c'était du Symfony et tout. Donc, j'étais principalement développeur là-bas. J'ai eu à refaire leurs interfaces et intégrer des plugins, écrire des scripts pour la boîte. Il s'agissait principalement de 3 solutions. Je ne sais pas si c'est toujours en ligne. Donc, nous avions Zekin, Faster Message et Wai. C'est des solutions. Bon. Il y avait celui de, comment on appelle, pour la vente des tickets. Il y avait un truc studio, c'est-à-dire Faster Message, c'est pour l'envoi des SMS, dans les push notifications. Et ensuite, Zekin, c'était pour des votes en ligne. Oui. Donc, c'était un peu ça. Donc, j'étais professionnel développeur JavaScript là-bas. Il ne faisait pas de framework dans le temps. C'est après que quand je voulais partir, ils ont commencé à vouloir switcher et tout. Ensuite, après ça, bon, j'ai travaillé à FST Partner en tant que développeur VGS. Donc, j'ai eu à travailler sur des composants et tout. En tant que développeur junior, bien sûr. Et bon, ça a continué comme ça. Puis, je suis tombé à MyInfo. C'est à MyInfo que j'ai eu le plus gros de travaux que j'ai fait. En fait, bon, j'ai su
eu des gaps où je faisais du freelancing, c'est-à-dire du consultanat. Et voilà. Donc, à Mainfo, j'ai intégré une team de 8 à 7 développeurs, je pense. Donc, l'équipe a changé dans le temps. Et nous avons intégré, il s'agissait d'un ERP, je ne peux pas donner beaucoup de détails, mais il s'agit d'un ERP qui est censé couvrir la zone Cisco-Ada, c'est-à-dire la zone ouest africaine. C'était un compétiteur d'ISN. C'était un ERP vraiment volumineux avec beaucoup de fonctionnalités. Donc, il fallait vraiment être assis pour pouvoir un repère temporel. Bon, honnêtement, je ne peux pas tout de suite, commencer à donner les dates et tout. Je ne me souviens pas trop. Donc, j'ai fait au moins 2 ans dans chacune des entreprises, en fait, où je suis passé. Oui, 2 ans au moins. Donc, à main, il faut faire cet ERP-là. J'étais en charge de plusieurs modules, seul et avec en équipe, en binôme, avec le développeur back-end principalement. Donc, voilà. Ensuite, nous avions pris un projet externe je ne sais pas, nous avions pris un projet externe du gouvernement. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des détails parce que je vois certaines personnes que je connais dans le meet ici. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner des détails. Donc, c'est un peu ça. En dehors de ça, j'ai fait du consultanat. En fait, je travaille aussi, actuellement, je suis leader, pour ce que ça vaut. Je suis leader sur une startup à Paris. Ça s'appelle Wazemi. C'est une sorte de... Est-ce que je peux le dire? C'est une sorte de boîte qui veut faire en fait du covoiturage et du VTC, donc à la Gozé ou Blablacar, à la fois en France et au Bénin. Donc, je suis lead là-bas actuellement. Je dirige une équipe de 4 personnes. OK. Une équipe de 4 personnes, dont un designer. Le reste, c'est développeur mobile, back-end et puis web. Moi, je n'écoute pas, je donne mon avis sur la stack et la façon dont le projet doit être architecturé et la direction que ça doit prendre, en fait. Donc, c'est dans ça que je suis actuellement. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que c'est suffisant pour l'instant? Oui, c'est tout, en fait. Je fais aussi du consultanat, du freelancing de temps en temps, quand ça me plaît. Là, tout de suite, c'est ce que je fais aussi. Parce que actuellement, je n'ai pas d'emploi parce que j'ai des soucis actuellement que je dois régler. Donc, on peut dire que maintenant, je vais me remettre sur le marché et tout, si on se met dans la simulation. C'est bon? Ok, très bien, ça peut aller. Est-ce que, Ézéchiel, tu as une intervention particulière? Ok, Khaled, donc tu vois, on t'a laissé le temps. Tu as parlé de ton parcours, de tes expériences, en gros, donc on va retenir l'essentiel. Je vais passer à la question suivante. Donc, tu as dit que tu as travaillé sur pas mal de projets et tout. Quelles sont les technologies front-end avec lesquelles tu as le plus d'expérience? Alors, j'ai plus d'expérience avec... je peux dire que j'ai le plus d'expérience avec React, même si je l'ai principalement fait dans le cadre de projets freelance et consultant. Maintenant, au Bénin, ici, on sait que c'est du Vue.js, c'est du Vue.js qu'ils font principalement. Donc, à main, il faut toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé, c'était du Vue.js. Mais je suis plus React, honnêtement, parce que je suis plus familier avec l'écosystème. Mais Vue aussi, je fais. Bon, il y a aussi d'autres frameworks, mais ça, c'est le serveur que, comme tout développeur le fait, on teste. À mesure que ça vient, on teste et puis on se dit, voilà. Ok, parce que je rappelle que sur ton CV, tu as mis que tu es développeur React, Nest, Vue.js, Nest. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est que tu es développeur front React. C'est bien ça. Bon, oui. J'ai fait les méta-frameworks de ces différents frameworks-là, oui. Ok. Khaled, tu as la parole pour la prochaine question. Ok, très bien. Donc, ensuite, est-ce que tu peux me dire sur une échelle de 1 à 5, par exemple, combien tu es à l'aise avec le responsive design et les tests d'accessibilité? Les tests d'accessibilité. Bon, déjà, je vais parler de responsive. Le responsive, bon, je fais du
J'ai eu à faire assez de media query, de ces trucs-là avec Displayflex et Grid dans les précédents travaux que j'ai faits. Mais j'ai plus d'expérience avec Tailwind et c'est hyper facile de faire des designs fluides, responsifs, adaptifs avec ce framework-là. Donc, sur une échelle de 1 je dirais je suis à 9. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les 10. Bon, c'est du, comment on appelle, c'est du responsif, quoi. Voilà. Donc, concernant, je ne sais plus trop, vous avez parlé de responsif et d'accessibilité. L'accessibilité, c'est important, mais je connais le concept de l'accessibilité, mais dans les boîtes où j'étais, on devait filer, on n'avait pas vraiment le temps de s'appesantir dessus. On faisait le strict nécessaire, c'est-à-dire respecter les sémantiques HTML utilisées quand le composant a un comportement un peu trop différent de l'API du web. On met les ARIA attributs, c'est-à-dire Accessible Rich Internet Application, afin de déterminer en fait ce que c'est que ce composant. Est-ce que ça fait afin que les screen readers et les outils adaptifs puissent aider les handicapés à scroller ce site. Sinon, vraiment, la 2020, je ne l'ai pas vraiment utilisé autant que ça. C'est-à-dire, voilà. En fait, ça vient souvent aussi par défaut avec les librairies modernes, en fait. Par exemple, Bootstrap, il s'occupe déjà de ça de base. Bootstrap. Donc, le travail que nous on a à faire, c'est juste de mettre des textes alternatifs sur les images et ces petits contours qu'on fait, en fait. Donc, voilà. Ok, donc avant de passer à la question suivante, si je retiens bien, pour la partie responsive, tu le fais bien avec Tailwind, mais couramment, c'est ça, hein? Oui, oui. Ouais. Ok. Bon, amène-toi la parole pour la question suivante. Ok, merci Salem. Donc, je rebondis sur la dernière réponse de Khaled. En gros, tu viens d'affirmer que tu ne fais pas du CSS purement natif, que toi, pour pouvoir Ah, faire non, je n'ai pas dit ça. l'intégration, tu dois forcément passer par un framework tel que Tailwind. C'est ce que je Non, non, retiens. non. Non, ce n'est pas ça. En fait, Parce que tu as actuellement, cité, tu as ressenti Tailwind, tu as ressenti Bootstrap. Donc, en gros, pour faire du responsive design à ton niveau, il te faut passer par un framework. non, non, pas du tout. Comme j'ai dit, je pense que vous avez raté la partie où j'ai parlé des médias query, parce que j'ai fait du CSS un bon nombre de fois durant mes stages et durant les premiers emplois où j'ai eu. Et il fallait faire. J'ai eu à faire en fait des landing pages. Pour les landing pages, c'est généralement des sites qui ont besoin d'un peu plus de soins, si on va dire. Donc, on passe à du code pur. Donc, c'était des sites en HTML. Quand c'est du HTML, il n'est pas souvent, c'est souvent difficile d'utiliser le Tailwind puisqu'il n'y a pas de composants. Puisqu'il n'y a pas de composants, donc j'ai dû faire du HTML et du CSS vraiment. Parce que si tu ne fais pas du CSS, tu ne peux pas comprendre l'utilité de Tailwind, je pense. C'est ce que je pense en fait. Donc, je suis passé par cette étape-là aussi. Ok, super. Donc, ma question, c'est comment fais-tu pour rester à jour sur les dernières technologies et tendances en matière de dev front? Déjà, c'est un truc que je fais de façon proactive et sans vraiment y penser en fait. C'est-à-dire que par exemple, si tu ouvres ton feed de YouTube, il y a les influenceurs. Bon, les influenceurs, ce mot a une mauvaise connotation, c'est aussi, mais des gens en fait qui parlent en fait des actualités. Donc déjà, ça fait un. Ensuite, je peux dire que je suis actif dans la communauté, tout ce que ça vaut. Par exemple, JS Bénin, je discute, on partage des liens et tout. Voilà. Ensuite, bon, est-ce que je ne suis pas très actif quand il s'agit de participer au projet open source. J'en ai un aussi que je dois update, bien sûr. Et il y a ça, et il y a les petits trucs comme lecture des blogs, en fait. Si, bon, par exemple, j'ai des groupes de câbles, j'écris, je sauvegarde les blogs qui m'intéressent, par exemple, dans Notion, Obsidian. Donc, je lis les articles techniques fait par les créateurs. Et il y a aussi, bon, j'ai une extension assez utile, DailyDev, qui banalement est assez utile, c'est-à-dire que c'est des articles en fait qui sont regroupés de telle sorte que intuitivement tu t'y intéresses et puis tu es à jour, quoi. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, Salem, je te laisse poser la dernière question pour la première phase. Ok.
Donc, avant d'évoluer rapidement, c'est pour rebondir sur... donc, il n'y a pas de stratégie particulière de veille que vous mettez en place pour pouvoir rester à jour, si je note bien. Stratégie. Non, je n'ai pas une stratégie. Si je fais une stratégie, je vais trouver ça comme un travail. Et bon, je ne trouve pas ça. Moi, je suis à jour. Je pense que je suis à jour. Ça suffit. Ce que je fais, c'est pas mal. Ok, d'accord. Que pensez-vous de l'importance des tests et de la qualité du code? Ok, les tests, c'est important parce que déjà, imaginez, nous sommes dans une équipe déjà même de 3 développeurs. Les 3 développeurs, nous faisons des changements. Nous voulons nous assurer que le code soit consistant et reliable, comme on dit. On peut lui faire confiance dans la durée. Donc, on ne veut pas que ça se casse et tout. Donc, la meilleure façon de faire ça, c'est de tester les composants. Donc, on préconise souvent, quand on peut, de faire des tests end-to-end, c'est-à-dire des tests avec Cypress et tout. Tester vraiment de la façon dont l'utilisateur utilise le site. Mais bon, on n'a pas souvent le temps de coder tout ça parce que c'est assez chronophage. Donc, on fait des tests unitaires, des tests d'intégration qui sont beaucoup plus abordables. Et bon, on connaît la différence entre les trois. Et les tests d'intégration sont souvent ceux qui sont préconisés. Il y a un framework qu'on suit, c'est-à-dire qui est en forme de coupe, je ne sais plus trop, où on dit faites plus de tests d'intégration, assez de tests unitaires, et bon, si vous pouvez faire des tests end-to-end. Donc, c'est important pour la maintenabilité et le fait que la pérennité du code, en fait, pour être serein, en fait, que le code ne break pas, parce que déjà qu'on a des bugs au jour le jour, il ne faut pas encore qu'on ait du code fonctionnel qui cesse de fonctionner. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou bien un truc. Oui. Mais avant, je vais poser une question supplémentaire. Est-ce que vous pensez que la qualité du code, ou la qualité du système de façon générale, est uniquement liée Je n'ai pas. Vous dites? Est-ce que vous pensez que la qualité du produit de façon générale dépend uniquement des tests unitaires? Non, bien sûr que non. Non, non, non. Bien sûr que non. Il y a beaucoup de pratiques qu'on peut faire en fait pour rendre un code maintenable sur la durée. Il y en a plein, tout un tas déjà la performance déjà qu'il faut gérer, c'est-à-dire écrire du code de qualité, faire attention aux différentes pitfalls que le framework peut avoir. Ensuite, en dehors de ça, les bonnes pratiques de code comme le KISS, c'est-à-dire Keep It Support, Stop It, c'est-à-dire que rendre le code assez simple. N'importe qui, même un junior, peut venir comprendre le code et évoluer avec. Donc, et écrire des commentaires utiles. Ça fait ça, utiliser les tests unitaires, comme on a dit. Il y a aussi le fait de, comment je vais dire ça, utiliser des linkers, c'est-à-dire comme ESLint, TypeScript qui est vraiment important dans les boîtes sérieuses, dans les applications importantes. TypeScript qui permet de vraiment voir des problèmes déjà dans l'éditeur, en fait, que d'aller en production et de voir ça. ESLint, c'est-à-dire synthétique, un correcteur synthétique, et Pretcher pour formater tout ça. On peut même aller jusqu'à mettre un plugin comme Husky pour, à chaque commit, vérifier la qualité du code de telle sorte que tout est toujours correct, en fait, même quand on push le code. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter, que ce soit dans le code ou en dehors. Je sais pas. Ok, très bien. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions. On passe à la phase suivante. Ok, Khaled. Donc là, on va monter d'un cran. On va passer à la seconde phase des questions. On sait que tu es là pour un entretien en tant que développeur senior et qui parle de front, naturellement du HTML, CSS, JavaScript. Donc la première question sera liée au langage JavaScript. Tu viens d'affirmer que seules les boîtes sérieuses utilisent du PS. Ça veut dire que ceux qui font de JavaScript ne sont pas des boîtes sérieuses. Bref, tout est récapitulé. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'un prototype en JavaScript? Ok, un prototype en JavaScript. JavaScript est un langage qu'on dit prototypé, single-threaded et plein de trucs. Donc, c'est
Allô, est-ce que vous Je pense vous qu'on recevez? a, oui, je Non. pense qu'on a perdu Khaled, je pense, hein. Ok, donc c'était pas mon niveau alors. Problème de connexion, je vais l'écrire pour voir. euh, Là, il est revenu dans le Meet. Khaled, tu nous reçois? Khaled. Il a dit échouer comme ça. Bon, c'est une simulation. On t'a perdu. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est dans le live? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Je pense qu'il va se reconnecter. On va patienter quelques minutes. Voilà. Ton micro est coupé, Khaled. Ah, ok. Euh, Désolé, donc je disais, je suis au scope, quoi. Donc, ils ont coupé la connexion en temps le point d'accès. C'est pour ça que je suis allé essayer de rétablir ça rapidement. Donc, je disais quoi? Voilà. Donc, c'est un langage prototypal basé sur un peu comme pour la programmation orientée objet, de telle sorte qu'un objet peut hériter du prototype en fait de notre objet. Donc, chaque objet en JavaScript, comme tout est objet déjà, comme on sait, a un prototype d'où il tire ses fonctionnalités. Donc, même un array, le array comme on crée avec les brackets, tire ses fonctionnalités de l'objet appelé array, quand on fait new array par exemple. Donc, c'est déjà un exemple de prototype. On peut avoir accès à ça en utilisant les tiré du bas, proto, tiré du bas. C'est une façon de faire. Donc, je n'ai jamais vraiment eu à manipuler ça parce que c'est depuis JavaScript. Je n'ai vraiment pas eu besoin d'utiliser ça en tant que ça dans les applications jusque-là. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Donc, c'est un peu ça. Je ramène la question, Khaled. En une phrase, définis-nous c'est quoi un prototype en JavaScript. Juste une phrase. Propriétés et des méthodes qui servent de base à la création d'autres objets. Donc, comme on dit, c'est un prototype. Comme on crée quelque chose, un prototype, et après on l'améliore. Donc, c'est basé aussi sur. Bon, je pense que la phrase est bonne. Je vais pas trop parler non plus. Ok. Salem, il est à toi. Ok, d'accord. Donc, comme on est en train de parler de prototype, est-ce que tu as une idée, bon, tu peux nous expliquer en une phrase ce qu'on appelle la chaîne de prototypage? Vous dites? En fait, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, en une phrase, la différence entre le prototype et la chaîne de prototypage? Si c'est possible, hein, si ce n'est pas le cas, on peut avancer rapidement. J'ai entendu déjà chez Thème quelque part la chaîne de prototypage. Mais honnêtement, je pense que c'est une chaîne de prototypes, je pense. Hein. C'est-à-dire les objets sont tous liés entre eux. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je n'ai pas la réponse à cette question là tout de suite. Khaled, Il y a pas de souci. tu as traité les entreprises qui utilisent JavaScript là, d'entreprises non sérieuses, hein. Ouais, on continue, Salem, vas-y. Ok, très bien. Est-ce que tu as déjà entendu le terme closure en JavaScript? Oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Quelles sont ses utilités? Le closure, déjà, on l'utilise au jour le jour déjà en React. Même quand on fait le simple exemple de composant counter, c'est déjà un closure. Donc, un closure, c'est quoi? Un closure, c'est une
fonction dans une autre fonction. Et cette fonction interne a accès au scope de la fonction qui la contient, mais aussi au scope global. Donc, vous avez en fait une outer function qui retourne une autre fonction. C'est cette fonction retournée qu'on appelle un closure. Donc, si je vais prendre l'exemple, comme j'ai dit, d'un composant counter, c'est-à-dire les boutons qu'on clique et que ça augmente le compte, déjà le use state qu'on prend pour garder l'état. Je prends l'exemple de React, j'espère que ça ne dérange personne. On prend l'exemple de React, le use state déjà est un closure en lui-même parce que c'est une fonction qui, en fait, cache son implémentation à elle-même. Donc, ça dérange certaines. Bon, donc c'est juste un exemple que je prends, en fait. Même la fonction retourner, le return dans le JSX est un closure. Donc, l'avantage de ça, c'est quoi? Ça permet de créer comment on appelle ça? Garder des données privées et l'implémentation d'une fonction privée. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'intérieur et la fonction peut être toujours utilisée. Maintenant, il y a une particularité. Les closures, en fait, une closure garde l'état du scope de son parent. C'est-à-dire que quoi? Si j'appelle une fonction maintenant et qu'elle a changé des états dans sa fonction parente, si on appelle encore la fonction parente, l'état est préservé. Donc, c'est ce qui fait déjà le fonctionnement de React un tout petit peu. On peut comprendre les changements d'état aussi. Donc, il y a des exemples qu'on peut montrer avec du code, mais bon, je pense que c'est ça. Ça permet de garder des données privées, l'implémentation des fonctions à la vue du public. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a des... Comment je peux faire ça? Est-ce que tu penses qu'il y a des attentions particulières qu'il faut faire ou des choses particulières qu'il faut savoir lorsqu'on manipule des closures? Des choses qui peuvent avoir des effets qu'on ne peut pas prédire. Non, ça ne me vient pas à l'esprit. Peut-être, non. En fait, les closures, comme j'ai dit, on les utilise en React et tout, sans savoir. Maintenant, je ne sais pas ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut mal les écrire? Je ne pense pas. Non. Il s'agit juste de... Oui, vas-y. Il s'agit juste de... Allez-y. Ok, d'accord. Ce dont je parlais, par exemple, c'est... La une closure, c'est une fonction qui est retournée à l'intérieur d'une autre fonction qui a accès au scope de la fonction qui l'englobe. Mais maintenant, il y a un mot particulier. Enfin, il y a un token particulier en JavaScript qu'on utilise qui est le this, qui lui fait référence en fait à l'instance qui est en train d'appeler la fonction actuellement, si on est dans une fonction. Donc, est-ce qu'il y a des égards, des particularités qu'il faut faire sur l'usage du this lorsqu'on manipule une closure, ou bien on peut l'utiliser comme on veut sans aucun effet de bord? Quelqu'un me reçoit? Oui, je pense qu'on a perdu une minute. Ça bug là, chelou. Oui. Excusez-moi beaucoup pour ce désagrément. C'est parce que chez moi, il n'y a pas la connexion. Donc, je suis au sport. Vous avez dit quoi dernièrement? Ok, je vais essayer de formuler ma question plus simplement. Est-ce que le mot peut s'utiliser sans attention à l'intérieur d'une closure? Le mot 10. Oui, 6, le mot-clé 10. Tu connais 10? Ok, oui, le mot-clé 10, sans attention. Sans attention, le rapport entre le 10 et les closures. Déjà, le 10, si on veut rappeler, le 10, ça a accès en fait à l'objet Windows global du navigateur. Ça dépend aussi. Maintenant, ça dépend de comment la fonction est appelée. Un instant. Si c'est une fonction... Un instant. Tu peux reprendre ce que tu viens de dire tout de suite là? Oui, le 10 par lui-même a accès au scope global du navigateur, c'est-à-dire l'objet Windows. Windows, comment faire avec listener, ce qu'on fait là, en JavaScript. Donc, c'est à ça que ça sert.
par défaut. Maintenant, il y a des cas particuliers où ça fait référence à l'intérieur de la fonction et au constructeur de cette fonction. Je ne vois pas trop le rapport entre les closures et 10. Je n'ai jamais eu à le faire, mais c'est en fait ça l'explication. Je pense qu'il faudra faire attention à ce que le 10 contient, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie d'accéder en fait comme donnée. Si c'est une arrow function, le comportement est différent. Ça va essayer de trouver en fait le contexte interne de la fonction, mais si c'est externe, alors ça va avoir accès au window. Mais là, tout de suite, le rapport entre le closure et le 10, je ne l'ai pas parce que je ne l'ai jamais eu à implémenter ce genre de fonctionnalité-là. Ok. Donc, vous n'avez jamais eu à implémenter, par exemple, un décorateur en TypeScript? Un décorateur, non. Un décorateur, non. En TypeScript, non, non. Ok, très bien. Ezekiel, vous avez la question. Ok. Quand Khaled a commencé à parler de l'exemple de compteur, là, j'ai compris qu'il lit beaucoup MDN. Mais dans ça, là-bas, on n'a pas parlé de 10. Donc, je comprends pourquoi tu étais bloqué. Question suivante, Khaled. Donc là, on va monter un petit peu d'un cran. On va parler de la synchrone. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre promise all, promise race, promise all settle et promise any? Je reprends promise all, promise race, promise all settle et promise any. Je ne vous reçois pas. Vous dites, vous avez... Est-ce que tu me reçois maintenant? Oui, promise all, promise... Race, oui, any. promise all settled et promise any. La différence entre Ok. Je n'ai d'expérience qu'avec promise all. Le reste, c'est des serveurs que je n'ai jamais touchés. Vraiment. Donc, je ne peux pas vraiment dire la différence. Promise all, déjà, c'est le fait de prendre plusieurs promesses et de les résoudre en parallèle. C'est-à-dire quoi? On fait de la parallélisation dans comment on fait? Le fait de garder... On fait des requêtes par exemple. On veut pouvoir faire les requêtes en parallèle. Donc, les premières qui seront résolues seront implémentées, seront retournées en fait avec le promise all. Ça permet en fait de faire juste des requêtes asynchrones parallèles avec des promises en fait. Maintenant, promise any, en fait. Non, je ne vois pas trop la différence. Donc, Khaled, Ce que je laisse. désolé de te couper. Si je comprends bien, j'utilise promise all uniquement quand j'ai envie de faire des requêtes en parallèle. Parce que là, j'ai du mal à suivre. Promise all. Oui, tu as dit que promise all s'utilise quand on veut faire des requêtes en parallèle. Est-ce que c'est le but du promise all? Donc, je pense qu'il peut y avoir plusieurs utilisations du promise all, mais c'est l'utilisation que j'ai eu à en faire, c'est-à-dire qu'on fait des requêtes en parallèle afin que, en fait, c'est le côté asynchrone en fait, ces requêtes-là qu'on essaie de gérer ne sont pas bloquantes, même si elles sont asynchrones. Donc, on a besoin de les retourner en fait dans un ordre précis. C'est pour ça qu'on fait du promise all. Donc, Ok. Salem? Ok. Personnellement, je ne suis pas du tout satisfait. Parce que je veux juste quand même que promise.all et promise.all settled, même en front-end, on les utilise quand même pour optimiser, par exemple, quand on a des statistiques ou des dashboards, exécuter les requêtes en même temps. Quand tu parles d'ordre avec promise.all, je suis un petit peu... Mais bon... On va continuer d'abord sur le côté. Salem, après, on va lui faire retour. Pas de souci. Très bien. Laissons le candidat continuer. Oui. Ok, très bien. Donc, on va essayer de toujours rester dans la partie un petit peu optimisation et tout. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on appelle le preloading et le pre-rendering et comment on les utilise?
Le preloading dans quel cas? Dans quel cas particulier? Le preloading sur une page HTML. Où tu veux en français le préchargement. Le pre-rendering. Le pre-rendering avec une page HTML des frameworks ou juste du pre-rendering? Parce que non, HTML, genre dans ton HTML, tu as des scripts. Enfin, est-ce que tu as familier au concept de preloading ou préchargement et pré-rendering? Si tu es à l'aise avec c'est bon. Si ce n'est pas le cas, on va passer à la question suivante. Pas de souci. Ok, préchargement. Alors, je pense que ça a un rapport avec la façon dont les scripts sont chargés. Les scripts sont chargés sur la page HTML, en fait, afin d'optimiser peut-être le chemin critique, le rendu du chemin critique. Mais le pre-rendering, je suis plus familier avec ça quand il s'agit de builder l'application afin de la rendre. Donc, il s'agit de sortir un output statique en fait, de la page HTML afin qu'elle soit facile à rendre pour les bots SEO et pour la facilité pour le serveur de l'envoyer rapidement. Dans le preloading, il s'agit de charger peut-être les données utiles, en fait, les données importantes pour les premiers affichages, c'est-à-dire qu'on appelle ça, le first authentication, par exemple. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question, le preloading. Ok. Ezekiel, tu as la parole pour la suite. Merci, Salem. Khaled, lorsque tu commences à utiliser l'expression peut-être, on n'est plus trop sûr. Bref, c'est juste une petite remarque. Je continue. Tu sais qu'en front, on est souvent appelé à manipuler pas mal d'events. D'accord? Donc, la question est la suivante. Qu'est-ce qu'une source d'événement, event source en JavaScript? Une source d'événement, event source en JavaScript. Oui. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi un event source? Event source, si je traduis directement, ça fait la source de l'événement, c'est-à-dire l'élément qui a provoqué, en fait, sur lequel l'événement est en train d'être écouté, si je peux dire. Donc, ce qu'on faisait au début, en fait, avec JavaScript, on faisait les add event listeners et qu'on écoute les événements, en fait, c'est la source. Sinon, je n'ai pas eu à inventer de event source. J'utilisais les add event listeners, peut-être. C'est ce dont vous êtes en train de parler. J'ai encore dit peut-être, désolé. C'est ta dernière réponse. Oui. Ok. Salem, tu as la parole. La question suivante. Et d'accord. Quelle est la différence entre les serveurs Saint-Yves et les Ok, les serveurs Saint-Event. Ok. Les serveurs Saint-Event, c'est des protocoles, c'est des façons de communication d'envoi de données où c'est le serveur qui initie l'envoi de données. C'est-à-dire, c'est une façon assez particulière de gérer des retours d'événements. Imaginez par exemple, on fait une requête pour le serveur, ça va prendre du temps. Donc, le serveur doit prendre son temps, lui doit continuer à tourner, le serveur prend son temps pour traiter la requête. C'est le serveur qui nous envoie l'information. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment une communication directe. C'est le serveur qui, quand il est prêt, envoie l'information. Maintenant, la différence avec les WebSockets, c'est quoi? Les WebSockets, c'est un protocole de communication basé sur les sockets, déjà, qui en fait une communication en full duplex avec le serveur et le client. C'est-à-dire, il y a un handshake qui est fait avec, j'ai oublié les termes techniques précis, il y a un handshake qui est fait et à ce moment-là, ils sont connectés entre eux. C'est-à-dire que quand il y a un événement, il envoie et puis l'autre reçoit. Donc, c'est ça en fait, c'est une communication full duplex. C'est-à-dire, c'est un peu comme un appel téléphonique. On ne va pas appeler, avoir l'information raccrochée, on a besoin de la suite récupérer et tout.
Donc, les WebSockets, c'est comme un appel téléphonique où l'information va et vient. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, le serveur event, c'est le serveur qui initie l'envoi et le client reçoit l'information. Moi, j'ai eu l'expérience avec les WebSockets, les serveurs events, pas vraiment. Mais je connais la différence. Je pense que je l'ai bien expliqué. Ok. Ezekiel, tu as la main pour la prochaine question. Ok, merci, Célèbre. Donc, Khaled, comme tu as commencé à sortir des expressions techniques, handshake, duplex et tout ça, on va un peu s'amuser. Les serveurs CTV, ok, c'est une communication simplex, half duplex ou full duplex. Reprenez la liste. Le serveur Saint-Event, est-ce que c'est une communication simplex, half duplex ou full duplex? Est-ce que c'est simplex? J'ai la définition en tête. Honnêtement, j'ai la définition parce que non, je pense que ça doit être une communication, le milieu, ce que vous avez dit. Half Je ne sais pas duplex, si c'est je ça? me trompe. Voilà. Je pense que c'est une communication half duplex. Parce que, honnêtement, cette information de full duplex, je l'ai eu sur un article de blog que j'ai retenu en tête. Sinon, moi, j'utilise les sockets sans vraiment savoir vraiment les détails, comment l'implémentation est faite derrière. Mais je pense que c'est ça. Ok. J'ai posé la question parce que c'est bien d'utiliser des mots techniques, mais il faut faire attention à celui que tu as en face. Ok. Ma question réellement, c'est comment tu implémentes tes WebSockets dans une application webfront? Puisque tu as dit que c'est ce que tu as beaucoup fait. Donc, explique-nous brièvement, en une phrase, comment tu fais? En une phrase. En une phrase, bon, nous allons par exemple prendre une tâche à effectuer, le fait de recevoir des notifications. Donc, nous allons implémenter par exemple la librairie Socket.io. Nous pouvons utiliser la Socket.io. Je sais, certains vont me dire qu'il y a l'API locale, l'API native de WebSocket qui est, moi je dirais, un peu plus difficile à utiliser. Socket.io, c'est une librairie qui facilite un peu, même si le fonctionnement est un peu différent. Donc, on utilise la librairie Socket.io afin de commencer à écouter les événements. Donc, à ce niveau-là, on a un lien en fait d'OVS, c'est-à-dire WebSocket avec l'adresse IP du serveur et le serveur aussi qui est lancé. Donc, quand il y a ce lien-là qui est fait, c'est-à-dire quand la fonction du socket est lancée, il y a cette communication qui est faite, qui est mise en place. Donc, à ce moment-là, le serveur peut commencer par dire, par exemple, si il y a une route API qui a envoyé, par exemple, qui a enregistré une information et le serveur, par l'intermédiaire des sockets, envoie un événement, fait une dispatching des événements, soit c'est broadcast, soit c'est dans une room spécifique, c'est-à-dire un peu comme les chats WhatsApp, il y a les groupes et les salles privées. Donc, il faut envoyer l'information et le front-end récupère. Quand le front-end récupère, il a traité. S'il doit envoyer une information, il envoie. Donc, c'est sur ça la communication directe entre les deux. Donc, on peut utiliser Socket.io pour cela. Est-ce que c'est le serveur qui doit forcément initier la communication? Non, ce n'est pas le serveur qui initie la communication premièrement. Ce n'est pas le serveur du tout. C'est le client qui initie en fait le handshake. J'utilise le terme parce que c'est une sorte d'accord en fait. Est-ce qu'on peut communiquer? C'est-à-dire le client comme le lien WS, c'est un lien socket. Voilà. Que le serveur voit. C'est un peu comme une route en fait. Et quand le serveur reçoit cette requête particulière, c'est un protocole HTTP, un peu comme le HTTP est un protocole, le WS aussi un protocole. Donc, sur ce protocole-là, il entend et se dit, OK, on va accepter, commencer la communication. C'est le client qui fait le lien. Maintenant, il peut essayer d'avoir d'autres clients qui vont s'inscrire. OK, Khaled. Question suivante. Ok, avant de rapidement passer chez eux, question avant d'oublier, tu as dit que WebSocket c'est un protocole. Et tu as dit que pour pouvoir établir une connexion WebSocket, l'URL doit commencer par WS. Je suppose aussi l'utilisation sécurisée de WSS. La question c'est,
est-ce que je ne peux pas me connecter à une API, à un point de WebSocket en utilisant HTTP? En gros, est-ce que c'est HTTP slash mon serveur WebSocket sur le port 3000 en local? Si je fais HTTP slash host 3000, est-ce que je peux pas utiliser le serveur en WebSocket? Qu'est-ce qui va se passer? Utiliser HTTP. Honnêtement, est-ce que vous pouvez reformuler la question? Je n'ai pas bien compris. Vous On voulez te quoi reçoit particulièrement? Si Oui. tu veux parler Absolument. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Parce que je n'ai pas bien compris ni bien entendu. Ok, je reprends. J'explique simplement. Tu as dit que pour se connecter à un point de WebSocket, l'URL doit être doit commencer par WS deux points. C'est ça, hein? Oui, c'est sûr à quoi moi je vais avoir à faire. Oui. Ok. Maintenant, je demande, est-ce que si on, au lieu de WS deux points, c'est HTTP deux points, est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, c'est une particularité que j'ai. Ça, c'est très spécifique. Je n'ai jamais essayé. Quand moi j'apprenais, j'ai utilisé le WS et ça a marché, donc j'ai continué avec. Je n'ai pas de compétences, de connaissances profondes sur les protocoles, les communications, différents protocoles, les packages et tout. Donc, je ne sais pas si. Je pense que ça peut fonctionner. C'est mon avis. Ok, d'accord. Donc, on va remettre un peu la balle à terre et poser une question un peu plus soft pour essayer pour essayer de se calmer un peu avant de reprendre. La question que je vais te poser est celle-ci. Euh, tu m'as dit que il a été dit que tu as fait de l'optimisation, tu as pu faire de la réduction de 100%. Je lis bien ce que tu as dit. Augmentation de l'efficacité client jusqu'à 30%. Donc, je suppose que c'est pour l'application ou le site web. La question que j'ai pour toi, c'est quelle stratégie tu utilises pour optimiser les ressources de l'application? Ok, ça c'est un concept, c'est un sujet très très large, mais on va essayer de répondre à ça parce qu'il y a plusieurs endroits où vraiment il faut essayer de régler la performance. Déjà, prenons-nous comme un utilisateur qui vient sur un site. Déjà, parlons de landing page. Nous allons commencer par nous occuper des métriques, les métriques que Google, le SEO a besoin. Donc, il s'agit en fait de travailler sur le FCP, le LCP. C'est des concepts qui disent quoi? Par exemple, le First Contentful Paint, le Largest Contentful Paint, c'est des concepts SEO, des métriques que Google regarde pour ses crawlers, pour ranker une page, voir en fait l'efficacité à laquelle un site peut venir. Donc, déjà, afin d'avoir des bonnes métriques, c'est-à-dire, généralement, c'est moins on a de temps, de latence, mieux c'est, c'est-à-dire plus la page vient vite, c'est mieux. Alors, afin d'atteindre cet idéal-là, cette performance-là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Déjà, très simplement, optimiser, compresser au maximum les ressources que nous utilisons. Je parle des images, des fonts, des polices, c'est-à-dire donc, essayer d'optimiser au maximum, de fixer les tailles afin d'éviter les layout shifts, les CLS. Voilà, donc compresser les images, utiliser du WebP, un format d'image WebP, c'est le mieux en fait si vous pouvez. Donc, si vous travaillez en SJS, ils ont un package qui permet de faire ça facilement. Et aussi les sourcesets, c'est-à-dire avoir des images adaptées pour chaque type d'écran qui va venir, c'est-à-dire que le CDN va préparer tout ça, le CDN, oui, qui gère les images du site. Donc, on peut déjà essayer d'optimiser les images du site. En dehors de ça, on va maintenant venir sur une application front-end. Vous avez dit application front-end. Donc, je suppose que c'est fait avec un framework. Même si ce n'est pas fait avec un framework, il y a toujours des façons en fait, d'optimiser le code qu'on a écrit. Donc, nous allons prendre par exemple l'exemple de React. Si vous voulez optimiser une application React, je prends l'exemple de React, mais c'est aussi valable pour Vue.js parce que Vue.js fonctionne sur Webpack ou Rollup. Je pense que c'est Rollup. C'est des modules bundlers. Donc, les modules bundlers optimisent des performances en utilisant différents types de mécanismes. On a le code splitting, qui s'agit de prendre des fichiers JavaScript et de les splitter en petits morceaux. Ces petits morceaux-là peuvent être requis sur demande, en fait. C'est quand on en a besoin qu'on les appelle. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet le lazy loading. Quand vous venez sur une page, vous voulez que la page qui vient soit rapide. Donc, vous vous en foutez
c'est pas que vous en foutez, mais vous êtes plus ou moins préoccupé par ce qui se passe au-dessous de la page. Donc, le lazy loading dit qu'on va charger juste les informations JavaScript dont on a besoin pour afficher le premier viewport. Et à mesure qu'on utilise le site, en utilisant par exemple des extension observer, charger en fait les autres fichiers JavaScript. Ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Donc, en dehors du thing et du lazy loading, il y a aussi le tree shaking, c'est-à-dire l'élimination de code mort. Ça, c'est ce que les bundlers Webpack font. Si vous ne faites pas ça, en fait, avec Webpack, avec du tree shaking, vous aurez par exemple du code, des fonctions que vous n'avez finalement pas utilisées, qui sont quand même dans le code, dans le bundle. Donc, il faut réduire au maximum la taille du fichier JavaScript, puisqu'au final, c'est ce qui détermine la rapidité à laquelle le site va venir. Donc, essayez de télécharger au maximum, de réduire au maximum la taille du bundle. Donc, le tree shaking, c'est-à-dire l'élimination de code mort, les codes que vous n'avez pas utilisés seront éliminés. Ensuite, il y a aussi des concepts comme le uglifying, le minifying, qui s'agit de vraiment compresser au maximum, changer le nom des variables, afin que le site, le JavaScript soit toujours plus petit. Je pense qu'il y a d'autres concepts. Par exemple, vous pouvez écrire du code de qualité, du code de qualité, utiliser des stratégies de caching, oui, les stratégies de caching avec du browser caching et du caching normal, même si je n'ai jamais vraiment utilisé du browser caching. Le caching normal, je parle là d'utiliser des librairies comme React Query ou bien Vue Query SVR afin de vraiment rendre la performance perceptible en fait à l'utilisateur. Je ne sais pas. C'est pour ça, c'est parce que je disais que ce sujet-là est très large. Il y a beaucoup d'endroits où on peut optimiser une application front-end. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai dit là suffit, même si il y a d'autres concepts qui me viennent peut-être à l'esprit. Je ne sais pas. Ok, très bien. Ezekiel, tu veux enchaîner? Merci, Salem. Il va rester juste 2 questions avant qu'on passe à la phase pratique. Donc, vu que tu as parlé de TypeScript là, on va te donner une question TypeScript. D'accord, Khaled? La question est la suivante. Comment crées-tu un type en te basant sur une interface en TypeScript dans laquelle on aimerait retirer des propriétés? Donc, j'ai une interface avec plein de propriétés. Je veux créer un type, mais dans ce type, je ne veux pas que ça contienne toutes les propriétés de mon interface. Comment je fais? Je pense qu'il y a un... Comment je vais appeler ça? Je ne connais pas le nom, mais c'est du omit. C'est-à-dire que quoi? Vous faites omit, c'est-à-dire OMIT en anglais, pour omettre certains attributs dont vous n'avez pas besoin. C'est la première idée qui me vient à l'esprit. Je n'ai pas vraiment eu. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est cela. Ok. Salem pour la dernière question de la Ok. La dernière question, en fait, c'est de ce. Tu as dit que tu étais familier avec Nest.js. Tu as beaucoup parlé de Nest.js. Donc, la question qui nous intéresse, c'est Nest.js est connu pour le fait de gérer le rendu côté serveur, côté client et parfois le rendu incrémental. Ce qu'on voudrait, c'est que tu puisses nous expliquer quelle est la différence entre le client et à quoi il faut faire attention quand on passe du client au serveur. Ok. Vous voulez la différence entre le rendu, le SSR et le CSR, c'est ça? Le client-side rendering et le server-side rendering. Déjà, la différence, c'est quoi? Déjà, un framework, déjà React est CSR, c'est-à-dire client-side rendering. C'est-à-dire que la page HTML, déjà même, la page HTML qui est un index HTML, on lui met un main.js qui est notre bundle initial que Webpack a généré, qui est énorme. Et c'est ce bundle-là, par exemple, quand on faisait create element avec JavaScript, qui va générer toute la page. Donc, c'est le navigateur qui est chargé, qui a toute la charge de générer la page. Ça a des avantages. Une fois que la page est générée, c'est très dynamique cette fois-ci, c'est très itératif. C'est pour ça qu'on met ça en fait pour les dashboards et consoles. Voyez-vous. Mais le problème, c'est quoi? C'est un défaut pour le temps de chargement. Parce qu'il faut télécharger du JavaScript, c'est énorme. Donc, ça prend vraiment du temps. Mais une fois que ça vient, tout est snappy, on a une impression d'application mobile. Maintenant, le server-side rendering, c'est l'autre alternative où c'est le serveur, ce que faisait PHP, c'est le serveur qui se charge de générer les pages HTML et de les envoyer. Donc, il fait le FDC, c'est-à-dire qu'il
il fait tout ce qu'il faut, il fait toute la recette qu'il faut pour faire la page et qu'il l'envoie à la requête. C'est extrêmement rapide, donc c'est plus rapide que le CSR, mais le désavantage, c'est quoi? Généralement, on peut, quand vous faites de la navigation, par exemple, passer d'une page à une autre, il faut à chaque fois devoir demander une nouvelle page qui s'accorde en fait aux données qu'on a. Donc, c'est un peu ça. Donc, de plus en plus, ces concepts de CSR et de SSR sont en train d'évoluer, d'avoir d'autres formes, des formes beaucoup évoluées ces temps-ci, où ils essaient de vraiment bridge le cap, entre le serveur et le client. Donc, ce à quoi il faut faire attention. Honnêtement, en Next.js, ils sont en train d'avoir une problématique actuellement. Puisqu'on parle de Next.js spécifiquement, la version 14 a un problème, par exemple, par rapport au caching qui est agressif, où vous avez une donnée que vous utilisez, mais sans le savoir, la donnée n'est plus à jour. Donc, le client qui, lui, utilise le CSR pour essayer de gérer avec le caching agressif n'est pas au courant que la data a changé. Donc, il faut utiliser des méthodes, en fait, pour opt-in, pour revenir, en fait, avec la vraie donnée. Donc, ça, c'est un concept que beaucoup ont du mal à comprendre en Next.js. C'est pour ça que beaucoup se gardent d'utiliser les dernières versions. Donc, il s'agit en fait d'essayer de faire en sorte que le serveur et le client gèrent la même donnée et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les deux. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs endroits où il y a, bon, pas de problème, mais où il faut faire attention entre la communication client et serveur. Si vous pouvez dire exactement ce que vous voulez, peut-être on peut essayer de voir ça. Sinon, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Ok, donc, puisque tu as posé la question, puisque tu as effectué la demande, ce qui, moi, m'intéresse, c'est, évidemment, si le rendu est généré côté serveur, ça veut dire qu'au niveau du serveur, on prépare de la donnée qui est envoyée sur le site. Et après, il y a le processus d'hydratation et on passe la main au client-side. Donc, dans ce processus d'hydratation-là, par exemple, dans le cas de Nest, comment est-ce que tu peux passer de l'information ou bien des données qui viennent, qui ont été rendues côté serveur et tes composants rendus côté client? Quelles sont les alternatives que tu as? Vous voulez stocker de la donnée? Non, pas stocker de la donnée. Imagine tout de suite au niveau du serveur, je veux rendre une page et je fais un fetch au niveau de mon serveur. Donc, dès que j'ai fait mon fetch, j'ai ma data et cette data-là va venir forcément au niveau du composant pour que ce composant-là puisse l'utiliser et prendre la main et gérer le reste de la partie qui est dynamique. Donc, comment est-ce que tu envoies cette donnée-là depuis ton client component, ton serveur component fait, ton client component? Ah, ok. On est en Next.js, n'est-ce pas? Yep. Ok. Donc, si on prend en compte les server components, c'est-à-dire le dernier paradigme que Next.js essaie de suivre, c'est avec le RSC, server components, on priorise de faire dans un composant serveur le data fetching, le traiter la donnée comme on a envie, et ensuite de la passer au composant client. Le composant client, il y a vraiment un soin qu'on doit apporter à ce niveau si on a des erreurs d'hydratation, c'est-à-dire que la donnée qu'on attend finit par changer. Donc, c'est le server component qui fait du propre, qui passe en fait la donnée en propre au composant qui va se charger de l'afficher et de la manager. Maintenant, il y a des compositions qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'un client peut contenir, si je ne me trompe pas, un client peut contenir un server component à défaut d'utiliser les moustaches children, c'est-à-dire de rendre le composant serveur avec un children en fait. Donc, je pense que, je ne vais pas dire je pense, mais c'est comme ça en fait qu'il faut passer en fait de la donnée entre server component et un client component. Un client component, techniquement, lui, se permet juste de lire la donnée. C'est la façon de faire idéale en fait, si on peut le faire. OK. Donc, ça veut dire qu'un client component ne peut pas contenir à l'intérieur dans le drill DOM, dans l'arborescence DOM, dans son arborescence DOM, un serveur component. C'est bien ça? Non, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez toujours utiliser, oui, vous pouvez tout à fait utiliser un client component, un serveur component, mais la façon de le faire est un peu spéciale.
Et La l'inverse. façon de Hmm, Un serveur component dans un client component. oui, mais la façon de faire est toujours spéciale. C'est-à-dire qu'au lieu de directement passer le composant je sais pas, en propre, ou bien vous utilisez en fait les moustaches children, comme j'ai dit, de telle sorte qu'il est pris en étau en le serveur component, en fait. Vous m'entendez? Oui, on te reçoit. Oui, Il te reste c'est une ça. minute pour pouvoir Ok, c'est bon. l'explication. C'est bon, Caleb? Oui, c'est bon, on peut passer à l'étape. Il plaît du temps. Je vois qu'il commence à un peu transpirer là. Caleb, tu es chaud pour continuer ou bien tu veux une pause de 30 secondes? Non, continuons. Je dois bientôt Ok, rentrer. super. Donc là, je vais partager mon écran. Bon, c'est un petit exercice. C'est rien de bien méchant. Très simple. Donc, ici, moi, je suis agnostique. Tu fais ce que tu veux. Ce que tu vois là, c'est un formulaire en 4 étapes. D'accord? Donc, euh, chaque étape, lorsque tu cliques sur cette flèche-là, te conduit à l'étape suivante. La dernière étape qui est juste un upload de fichier, d'accord? Tu vas remarquer qu'il n'y a pas, de bouton Next. Mais c'est à ce moment que tu vérifies tout ce qui est validation de tes champs de saisie et tout, et tu soumets le formulaire. Donc, en tant que développeur senior front, j'aimerais que tu me donnes ton approche par rapport à l'implémentation de ce type de formulaire multi-steps. OK. Donc, on va implémenter un multi-step form, un formulaire en plusieurs étapes. Oui. Donc, déjà, nous devons trouver un endroit où stocker le state, c'est-à-dire toutes les données qui sont traversées en fait à travers dans ce composant-là. Donc, déjà, nous avons le composant initial. Si on va voir l'architecture, nous avons le composant initial et nous avons les différents formulaires qui peuvent aussi être qui peuvent être leur propre composant. En fait, qui sont leurs propres composants. Donc, ici, bon, je ne sais pas. Le premier rectangle, c'est son composant, l'autre est son composant, et ainsi de suite. Le upload est son propre composant pour suivre une bonne architecture. Ensuite, comment passer le state? On doit utiliser, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un state manager, c'est-à-dire quoi? Vous utilisez un truc comme showstand, showtype ou redux, c'est-à-dire c'est des gestionnaires d'état globaux. Donc, on a une source dans laquelle on va stocker en fait les différentes étapes du formulaire. Donc, j'ai déjà le fait une fois dans un projet où en fait, on a l'état initial et à chaque étape, on remplit et au final, on vérifie si ces informations-là sont présentes. Sinon, on dispatche un événement qui dit que, OK, ces endroits-là, vous n'avez pas rempli. Remplissez, en fait. Donc, je ne sais pas. Bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, l'implémentation. Comment tu dispatches les événements? Parce que si je suis ton approche, en gros, là, on a 4 différents components. Donc, chaque session de formulaire correspond à un component. C'est bien ça? Oui. Très bien. Sachant que le bouton envoyer, il se situe où? Dans ton référentiel. OK. Non, en fait, ici, si je vois directement, on a un composant global qui contient tout votre formulaire. Et le composant global contient 4 petits composants. Donc, le premier composant, c'est la première étape. Le deuxième composant, c'est la deuxième étape. Le troisième composant, c'est la troisième étape. Le quatrième composant, c'est le upload. Le bouton n'a pas besoin forcément d'être un composant en lui-même. Vous pouvez le mettre dans le composant global, c'est-à-dire en bas. Maintenant, vous dispatchez les événements de telle sorte qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a le upload. En fait, comment tu fais comment le tu store, dispatches les événements? C'est ce que je veux oui, comprendre. bon, le terme dispatcher, j'utilise parce qu'il s'agit de Redux. Là, je parle d'une implémentation avec Redux, c'est-à-dire Redux qui utilise les reduction les actions.
ou dispatcher des événements. Donc, parce que ça dit que je ne peux pas gérer un tel formulaire sans passer par Redux. Je suppose que je suis agnostique à un framework. Je ne sais pas si... Je peux dire que ces genres de formulaires, on les implémentait avant l'arrivée de Redux et tout ça, n'est-ce pas? Ah oui, ok, je vois. Ok, donc vous avez le choix d'utiliser les local storage, même si bon, ça va être persistant et puis il faudra manuellement supprimer. Maintenant, il y a une autre saveur, bon, je dis saveur, mais c'est les session storage qui sont beaucoup moins utilisées généralement, qui sont éphémères, c'est-à-dire quand on ferme la table, ça part. Vous pouvez aussi utiliser ça afin de gérer l'état. Ce qui est sûr, il faut avoir une source, c'est-à-dire un endroit où stocker la donnée de tous ces formulaires à l'état. Donc, la session storage va avoir un état initial. C'est-à-dire, par exemple, le premier formulaire sera activé, les autres seront désactivés parce qu'on veut certainement toutes les étapes. Donc, on fait ça et on a le session storage. Session storage, c'est un truc qui vient avec l'API du navigateur, donc c'est agnostique, JavaScript. Vous pouvez l'utiliser. Tout ça, je suis, hein, tu es dans le stockage et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie où tu parles de dispatcher des événements. Parce que même si on est agnostique à un framework, bien sûr, puisque le composant parent, il doit forcément savoir quel est l'état à l'instant T de chaque formulaire au niveau des composants children. Hein, d'accord? Donc, la question, ce que moi je veux savoir, c'est comment tu fais pour que le composant parent puisse écouter en permanence le changement d'état au niveau de chaque composant enfant. Je suis ta logique. Je suis partie une logique de utiliser chaque section du formulaire en un composant. OK. Voilà. Je veux que tu m'expliques brièvement comment tu gères cette écoute-là en permanence par le parent des changements d'état. Vous pouvez peut-être utiliser un React. Donc, bon, excusez-moi. Déjà, moi, je suis un dev Angular. Donc, React, oui, oui. Bon, je pense qu'il y a des écouteurs de lifecycle, les lifecycle dans la plupart des... Vous êtes un framework agnostique, c'est-à-dire que c'est quand même un framework ou bien c'est du JavaScript pur? J'aimerais que tu vois cette implémentation-là en JS pur. Restons agnostiques au framework parce que les frameworks, tu en as tellement. Donc, si tu essaies de raisonner avec un framework, c'est comme si sans framework, on ne peut pas y arriver. Moi, je veux en fait jauger ta capacité à raisonner par rapport à ce type de challenge en restant agnostique au framework. Le framework, ce n'est pas forcément le plus important. Ok. Oublie tout ce qui est framework, librairie et tout ça. Dis-moi clairement ce que toi, tu aurais fait à cette instance. Jusque-là, moi, je te suis. On a 4 sessions. Très bien. De petits composants, super. Maintenant, c'est la partie comment tu fais pour que le parent écoute les composants. Parce qu'à la fin, il faut qu'au niveau du bouton 5 qui est là, on puisse savoir est-ce que le formulaire a été bien rempli. Je veux ta logique par rapport à ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le parent n'a pas forcément besoin de suivre toutes les informations qui sont envoyées. En fait, moi, l'implémentation que j'aurais fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même un endroit, que ce soit agnostique ou pas, un endroit où on stocke une donnée globale. Si c'est un JavaScript pur, en fait, quel que soit l'endroit, il faut stocker quelque part de global. Okay. Et c'est là-bas, en fait, qu'on envoie l'information. Mais à chaque fois que vous envoyez l'information, ça dépend de comment vous avez implémenté, de ce que vous avez comme outil à votre disposition. Vous vous débrouillez pour que chaque élément soit à jour, c'est-à-dire que chaque fois que vous cliquez, les autres éléments doivent être au courant. Maintenant, il y a différentes façons de faire. Quand vous dites agnostique, en fait, il y a différentes façons de faire. En JavaScript pur, vous devez juste utiliser des event listeners, c'est-à-dire que quelque chose se passe, vraiment tout le monde doit être au courant. Ce genre de choses. Donc, j'ai une question. Tu as dit en global qu'il faut avoir un endroit où en global on a toutes les informations. Est-ce que c'est tout le formulaire que tu stockes comme un objet ou tu sépares chaque section comme un objet? Est-ce que c'est l'ensemble des 4 sections du formulaire que tu mets dans un objet ou tu sépares chaque bloc? Est-ce que tu veux stocker? Non. Je pense qu'il serait intéressant de stocker tout en un seul bloc.
il serait intéressant de stocker tout en un seul bloc. Là, on a une seule source de vérité. Pourquoi ne pas faire plus de computation, de calcul pour voir en fait quel est l'état en fait de la situation. Donc, on a un global, un objet global où on a par exemple une partie formulaire, c'est-à-dire on a un objet, on a un JavaScript, un objet, donc forme 1 à son propre objet, forme 2, forme 3, et on a aussi des informations au top level où on peut traquer vraiment l'état. Si le formulaire est complet, c'est-à-dire qu'on vérifie, après, à un moment donné, on va mapper, essayer de voir l'intérieur de l'objet pour voir, OK, est-ce que this one is inactive, est-ce que c'est inactif, non actif, est-ce qu'il a respecté tout? À chaque étape qu'on clique, chaque fois qu'on appuie sur ces flèches-là, on change et on recalcule. Donc, on peut faire même ça en live, au lieu d'aller jusqu'au bouton Sync. On peut faire ça en live aussi, c'est une façon. Si tu sauvegardes tout le formulaire dans un seul objet, comment tu fais pour valider chaque étape? Je suppose, pour passer de la section 1 à la section 2, certainement, tu as des contrôles de validation au niveau du formulaire de la section 1. Si tu stockes tout dans un seul objet, c'est-à-dire que tu vas parcourir l'ensemble des objets pour détecter, comment dirais-je, les états. Parce que là, je suis en train de mettre l'accent sur le fait que tu dois respecter le principe de single dans ce que tu fais. Parce que dès lors que tu es en train de séparer les composants, chacun s'occupe de sa section, chaque composant children. Si tu crées un objet global qui regroupe toutes les 4 sections, là, tu es en train de porter atteinte à ta méthodologie de départ qui était de faire du comptabilité, d'accord, singulière, chaque composant. Je pense que c'est la bonne façon de faire. Avoir un objet global qui contient tous les objets du formulaire. Bon, vous avez eu un point vraiment intéressant, c'est-à-dire le single responsibility. Oui. C'est-à-dire chaque élément doit faire une tâche et une seule. Je pense qu'on peut le faire aussi à votre façon. Ce serait vraiment plus optimal. C'est pas ma façon. Hein. Moi, je te pose une question. OK. On peut le faire aussi. On peut le faire. L'idéal, en fait, bon, c'est pas l'idéal, mais au final, nous voulons que chaque formulaire soit encapsulé. On n'est pas à faire. Il faut que la structure de données qu'on utilise soit bien pensée. Donc, chaque formulaire peut avoir son propre objet. Mais après, quand on clique sur le bouton, on veut savoir que on prend cet objet-là qui a été rempli et on analyse. Est-ce qu'il a rempli ça? Est-ce qu'il y a une donnée là? Il est null, non null, et actif ou pas? Est-ce qu'il a rempli? Est-ce qu'on a formaté? C'est-à-dire, on fait de la validation. Si c'est un email, est-ce que c'est formé un email? On utilise du regex pour analyser si on n'a pas de forme. Tout là. Donc, pour chaque étape. Maintenant, au final, le bouton Send va juste regarder est-ce que chacun est check, c'est-à-dire est-ce que is correct, true, et pouvoir envoyer. Maintenant, bon. le bouton Send, d'accord. Je suppose que tant que le formulaire n'est pas bien rempli, le bouton Send, il est désactivé, il est disable. D'accord? Comment tu gères la réactivité entre le remplissage du formulaire et l'état du bouton? Je ne peux pas encore cliquer sur le bouton. Donc, le bouton, tant que les formulaires ne sont pas bien remplis, les 4 sessions, le bouton est disable. Comment tu gères cette réactivité-là? OK, cette réactivité, on peut la gérer simplement avec, comment on appelle? En fait, la partie agnostique, c'est ça le problème. On peut l'implémenter dans des frameworks. Maintenant, en JavaScript pur, si on devait vraiment être agnostique, ils ont leur propre implémentation, en fait, de la réactivité. Je pense que ça s'appelle, c'est des proxys, c'est des proxys, on utilise des proxys, ou soit on peut carrément aller écrire dans les prototypes pour voir les. Ça, c'est un ami qui faisait ça. Je n'ai pas d'expérience vraiment avec du JavaScript à ce niveau évolué là, où on pourra utiliser de la réactivité dans le DOM en effet. Maintenant, on peut faire ça aussi dans le sens où chaque fois qu'on clique, on stocke les informations dans les data attributes, les éléments HTML qu'on utilise, et on pourra le faire. Ce qui est sûr, en fait, on a juste besoin d'un système de réactivité, que ce soit les states, que ce soit les use effects, que ce soit les computed, les watch en Vue.js,
il faut un élément de réactivité. Les proxys, peut-être, ne gèrent plus. C'est un proxy pattern, je pense. Je ne sais pas si c'est... Oui, je pense que c'est ça le terme. Oui. Il nous faut juste un élément pour traquer l'état de ces différents objets-là. Donc, à chaque fois qu'on clique, par exemple, on peut modifier, vérifier l'état et changer l'état, en fait, du bouton Send, en fait. Ok, Voilà. donc sans passer par les proxy patterns, on ne peut pas gérer l'état de ce bouton par rapport au formulaire. C'est ce que tu veux dire? Sans passer par le proxy pattern, on peut utiliser aussi les data attributes qu'on va stocker et vérifier à chaque fois. C'est-à-dire que le bouton va... À chaque fois, en fait, on clique. C'est le problème en JavaScript, c'est de la programmation impérative où on doit dire, en fait, à chaque étape, ordonner vraiment ce qui se passe. Donc, chaque fois qu'on clique sur un bouton, non seulement on doit valider le formulaire de cet objet-là, mais on doit aussi prévenir les autres qui sont concernés, en fait, des états qui ont changé et gérer leur cas. Donc, on a peut-être différentes fonctions, en fait, pour gérer cela. Donc, si par exemple, l'objet n'a pas été rempli, c'est-à-dire on atteint la fin du formulaire, on analyse chaque formule, en fait, chaque objet est analysé dans une fonction qui va déterminer si le bouton Send est disponible ou pas. Ok. Maintenant, Khaled, c'est très simple. Tu as dit que tu as défini des objets en global. L'objet en global, certainement, tu sais, lorsque le formulaire est bien rempli ou pas, tu as forcément le moyen de savoir. Donc, tout ce qu'il faut aller faire au niveau du bouton Send, c'est de prendre cet objet global-là, de faire, comment dirais-je, de checker si les choix obligatoires le sont ou pas, et d'attribuer un attribut disable sur le bouton Send. Tu n'as pas besoin de faire du proxy pattern. Parce que lorsque tu travailles avec un objet en global, en JavaScript, que tu remplis ce bouton, à mesure que tu le fais, l'objet est mis à jour, n'est-ce pas? Donc, au niveau du bouton Send, parce que là, tous les petits composants sont dans le composant parent, un bon composant. Ça veut dire qu'en temps réel, tu as l'état de ton objet global, tout simplement. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre cet objet-là. Ça peut être un objet global qui contient tout le formulaire, ce que moi je ne conseille pas du tout, parce que là, je suis en train d'analyser chaque composant. Donc, chaque composant envoie son objet. Tu prends ces objets-là, tu fais ta comparaison, tout simplement, et tu appliques le disable suivant les questions, tout simplement. Donc, tu n'as pas besoin de proxy pattern et tout. Pourquoi je pose cette question? Parce que j'ai vu que tu es trop collé au framework. Tu te définis comme un développeur front. D'accord. Moi, je fais du Angular. Salem, il fait du React et du Vue.js et tout. Mais ce ne sont que des outils, au fait. Il faut, si tu vois que tu es un dev senior, tu dois être capable de te détacher du framework et d'avoir une analyse plus globale plutôt de ce qui se passe. Donc, dans l'ensemble, tu as analysé ce que tu voulais dire, tout ça, et c'est pas mal. Salem, mais j'attendais mieux d'un dev senior, personnellement. Salem, je pense qu'il nous reste 2 minutes. Ok. Déjà, de développeur React à développeur React, je suis très surpris de la personnellement, en tant que développeur React, j'ai été déçu, mais plutôt même très déçu. Parce que quand moi je vois ce genre de composants, je me dis, mais n'importe quel développeur React, c'est que peut gérer l'état. Ton composant a un état interne. Le composant parent a un état interne. Donc, tous les composants qui se trouvent à l'intérieur de ton parent, tu peux juste le passer des fonctions. Et tu peux charger de mettre à jour l'état du composant parent. Donc, que tu parles systématiquement de vérité, mais tu ne peux pas directement utiliser le store. Tu ne peux pas prendre le store comme solution directe pour un problème. On t'a posé un problème. Tu essaies d'abord de résoudre le problème
Et ensuite, tu essayes de voir, en fait, quels sont les outils qui peuvent te permettre de gérer ce genre de choses. Imagine que ce formulaire-là, tu en as une dizaine sur ton site. Imagine que tu travailles sur le site, par exemple, de AWS, où on a des pages et des pages, et les utilisateurs peuvent remplir plein de formulaires avec plusieurs steps. Avoir un store, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, en fait, dans ta RAM, tu stockes de l'information en permanence. Tu quittes, tu ouvres un composant, tu viens sur une page, il y a un composant, tu remplis le formulaire, tu mets toutes les informations dans le store, tu quittes cette page-là. Les informations ne quittent pas le store, à moins que tu n'ailles les supprimer manuellement. Du coup, ça veut dire que si quelqu'un navigue sur une autre page, tu complètes encore des informations dans le store. Si quelqu'un va sur une autre page, tu complètes encore des informations dans le store. Et s'il y a quelque chose, par exemple, qui commence par créer indéfiniment de la valeur à l'intérieur de ton store, ça veut dire qu'en fait, tout ton navigateur est planté. Donc, gérer l'état des composants ou bien gérer l'état des données, ça peut se passer niveau composant. Et l'avantage que ça se passe au niveau du composant, c'est que lorsque le composant est démonté, tout l'état est supprimé et tu libères de la ressource, tu libères de la RAM. Donc, plutôt que de tout stocker de base, de facto dans un store, ce n'est pas une bonne approche. Tu utilises le store, mais vraiment quand tu en as besoin, pas de façon systématique, parce que le framework à la base ou l'outil même que tu te revendiques donc tu te revendiques être l'utilisateur, tu dois savoir qu'à la base, le use state est quand même une fonction de base, logique, évidente de React. Donc, ça te permet de gérer l'état de ton composant sans avoir forcément besoin d'aller vers un store ou d'aller vers n'importe quelle source d'information. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, avant de directement utiliser le store, essaye d'abord de régler le problème. Mais j'ai comme l'impression que tu es plus, quand j'ai un problème, je vais chercher un outil qui me permet de résoudre le problème et puis c'est fini. Je ne comprends pas le problème, je ne vais pas jusqu'à la source. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression que tu utilises des outils plutôt que de résoudre des problèmes. Quand on te pose une question, tu ne vas pas deep dive, mais tu restes sur mais ça sera pas comme un audio sonore avec si demain, le micro d'abord. Donc, il faut commencer déjà progressivement, ou bien si les outils ont une licence que l'entreprise ne peut pas se permettre de payer, tu fais comment? Donc, il ne faut pas voir forcément outil, mais il faut plutôt régler les problèmes, se pencher sur les trucs et deep dive sur les problèmes qu'on essaie de résoudre, sans forcément avoir recours. En tant que senior, on est emmené à ce que les juniors nous posent des questions constamment. Et donc, comme il y aura tout le temps des questions, on est obligé de se mettre à jour, de se mettre à jour, de se mettre à jour et de se mettre à niveau pour ne pas que le jour où quelqu'un te pose une question, tu ne puisses pas ne pas lui donner ne serait-ce qu'une piste. C'est ça qu'on attend d'un dev senior. Donc, résoudre les problèmes, ça dit, il faut, moi, ce que j'attendais vraiment de toi, c'est que tu puisses résoudre des problèmes et quand tu ne connais pas, ben, c'est plus simple de dire, bon, ça, je ne maîtrise pas, je ne suis pas habitué, comment ça se passe, et puis bon, c'est tout. Genre, on n'est pas en train de, on ne s'attend pas à ce que tu répondes à toutes les questions. On veut juste comprendre comment tu penses, comment tu raisonnes et comment tu analyses. Donc, c'est un peu ça, fini rapidement. Ok, Salem, il a dit tout ce que j'avais comme impression. Parce que toi, quand tu dis que tu es déjà de base, c'est que tu es capable de résoudre des problèmes. Comme il a dit, ce que tu utilises, c'est propre à toi. Dans l'interview actuellement, tu as deux personnes. Tu as Salem qui fait du JS, moi je fais du Angular. Mais dans toutes les questions, on n'a pas fait des questions liées à SSR et CSR qui t'a posé tout ça. Donc, quand moi je t'amène ce genre d'exercice, j'ai bien dit au début, l'outil, c'est pas ça qui moi m'intéresse, c'est comment tu raisonnes. Et quand tu me sors déjà Redux, je me dis waouh. Donc, sans Redux, je ne peux pas résoudre ce problème. Ceux qui utilisaient jQuery et autres, là, comment ils faisaient? Ça veut dire que ce sont des génies, des super-héros et tout. Donc, il faut être un développeur détaché, d'accord, du framework dans un premier temps. C'est ce que moi, je te suggère. Parce que même dans les questions où tu répondais, on sent que tu pars de l'expérience où j'ai fait tel projet avec telle technologie, voici ce que j'ai fait. Non. La technologie ne fait qu'exploiter ce qui existait déjà, c'est tout. Mais il faut comprendre l'essence même des choses, de ce que tu fais, tout simplement.
D'accord. Donc, moi, la question que j'ai à te poser actuellement, je sais que tu es chaud là actuellement. Est-ce que tu te sens toujours dev senior Fontaine? Parce que demain, si je te croise dans la rue, que je crie ton nom, Calais, développeur senior, est-ce que tu vas pas te cacher avec capuche là, ou bien tu vas dire fièrement, ouais, c'est moi. C'est ce que moi je veux que tu me répondes en quelque sorte, la question que moi je te pose. Ton micro est coupé, hein, tu peux répondre si tu veux. Merci déjà pour vos approches, pour vos commentaires et les conseils que vous avez donnés. Donc, par rapport à la question. Bon, en tout cas, développeur senior, c'est un titre. Je ne vais pas répondre à c'est comme si je vais me tacler moi-même en disant que je ne suis pas développeur et tout. Je pense que disons développeur intermédiaire. Voilà. Donc, on est d'accord que la seniorité ne fait pas de toi forcément un développeur senior, confirmé ou autre. Excusez-moi. Oui, tu me suis? Excusez-moi. Oui, je peux dire un truc rapidement. Oui, vas-y, Khaled. On m'a une fois dit, bon, j'ai un senior, c'était un vrai senior. Ça dépend. Ah, Il donc, m'avait dit. Il y a des faux seniors, c'est ça? Hein? Un senior, bon, peut-être qu'il n'est pas comme moi. Peut-être vous allez dire que c'est ça en fait. Non, moi, je n'ai rien dit. Je veux être sûr que. Ok, vas-y. Qui m'avait une fois dit un truc qui est assez véridique, je pense, qu'on peut être senior quelque part et être développeur simple quelque part. C'est pas, en fait, par exemple, moi, je ne peux pas aller à Google dire que je suis senior, impossible. Je ne maîtrise pas beaucoup les TSA et tout, impossible. Donc, je peux être dans une boîte ici et dire que je suis senior. Ça dépend en fait de la boîte où je suis en train d'appliquer et tout. Mais il ne s'agit pas de se calculer. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup à apprendre. Vous avez apporté beaucoup dans l'histoire. J'ai appris, je vais travailler dessus. Et bon, je pense que du mieux, je vais essayer d'apporter ce que je peux du mieux. Vous êtes juge de la situation. Je ne sais pas quelle note j'aurai à la suite de cette bon, voilà, je voulais juste dire ça pour essayer de voir si je sais pas. Voilà. Non, mais c'est pas un tribunal, hein, donc ce sont des simulations et tout. Donc, comme le dit, si vous permettez, comme le dit Amen, au fait, c'est une simulation et on n'est pas là pour tacler quelqu'un, pour faire du mal et tout, c'est une simulation. Donc, le but, c'est de pouvoir nous faire découvrir un peu à quoi ressemble un développeur senior, tout simplement. Bon, déjà, il y a cette question qui revient un peu dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous expliquer réellement c'est quoi un développeur senior. Ça peut nous aider à nous positionner un peu plus maintenant en termes de titre, parce que, comme l'a dit Khaled, les gens disent je suis senior au Bénin, je suis senior, c'est pas à Papa, mais quand je rentre à Calavi, je suis junior. Il faut peut-être qu'on essaie de, entre nous maintenant, qu'on essaie d'uniformiser au fait ce thème-là, quoi. Qu'on ne dise plus les thèmes comme ça, qu'on soit vraiment focus. Je suis junior, je suis senior, je suis débutant. Si quelqu'un peut nous expliquer réellement ce que c'est, et là, c'est que voilà, quoi, on respecte les standards et tout ça. Bojanda, il y a le père Thomas dans le mythe là. Moi, j'aimerais avoir son avis. Ok, c'est un grand philosophe. Moi, j'aime bien le lire. Monsieur Thomas, vous êtes là, on vous écoute. Pour vous, je pense que c'est une question qui revient assez souvent, mais je pense qu'il est vraiment temps, avec toutes ces intersimulations-là, parfois on a des malentendus. Aura s'est plaint la dernière fois, il a postulé pour Junior, et puis c'est une interview où on parlait de Kafka. Vous voyez, on aimerait savoir, en toute humilité, c'est quoi un junior, c'est quoi un senior, etc., etc. Monsieur Thomas. Ah, il n'est pas là. Malo. Attends, il est dans le chat. Thomas est dans le chat. Ok, oui. Il est là. Allô? Okay. Ah, oui, voilà. Allô? Oui, monsieur Thomas, oui. Oui, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. J'ai fait une fausse manipulation tout de suite là. Ça m'a éjecté. J'espère que vous m'entendez très bien. Désolé, il y a un peu de bruit autour de moi. Pour moi,
c'est simple, hein, que ce soit junior, senior ou bien expert, machin. C'est par rapport à 3 différents critères. Premier critère par rapport à l'ancienneté. Deuxième critère par rapport à la compétence. Et troisième critère par rapport à l'affinité. Par rapport à l'ancienneté, c'est relatif aux entreprises ou bien aux cadres. Par défaut, désolé, par défaut, après 3 ans et demi en continu dans une technologie ou bien dans un processus ou bien dans une technique, on peut vous qualifier de senior. Par défaut, 3 ans et demi. Donc, certaines entreprises disent que vous devez faire 7 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, etc., etc. Et dès que vous avez passé ce cap en nombre d'années d'expérience, on vous donne le titre. Le deuxième cas, c'est par rapport à la compétence. Un élève de 4e qui est au CG, au CG les pilotes de Agra peut rentrer dans ce métier, être senior développeur front-end, pendant que quelqu'un qui a un PhD en architecture logicielle n'aura même pas le titre de senior dans Java ou bien je ne sais pas quoi. Donc, par rapport à la compétence, quelqu'un qui s'est tellement exercé ou qui a rapidement compris les fondements, le périmètre et les cas d'utilisation ou bien l'usage d'une technologie ou bien d'une technique ou bien d'un outil peut tout de suite devenir senior sans avoir fait autant de temps. Comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Ensuite, le troisième cas, c'est par affinité. Bon, je suis senior, j'ai l'habitude de travailler avec quelqu'un qui est senior. Par défaut, il ou bien les gens qui nous voient nous qualifient de senior. Bon, j'hérite du titre senior, c'est bon quoi. Maintenant, concrètement, un senior, c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est un maîtrisard, quelqu'un qui maîtrise vraiment le sujet. Ce n'est pas quelqu'un qui sait tout du sujet, mais c'est quelqu'un qui maîtrise le sujet. Maîtriser ne veut pas toujours dire savoir tout. Maîtriser veut dire pouvoir rapidement apprendre parce qu'on connaît les basiques du sujet. Donc, voilà simplement ce que je peux dire. Senior, ça ne veut pas dire qu'on connaît tout, mais senior, ça veut dire qu'on peut rapidement passer à un niveau de compétence ou bien comprendre rapidement et pouvoir résoudre rapidement les problèmes. Ok, Voilà. merci au Père Thomas pour cette définition en fait qu'il nous propose. En gros, c'est une responsabilité, c'est une charge, c'est un peu comme dans vous voyez les généraux là, ils portent au fait un poids au fait, c'est une charge au fait. Donc porter ce titre, c'est que tu as une charge, tu portes une charge, tu portes quelque chose. Donc il faut l'utiliser avec humilité. Maintenant, je ne sais pas si Amen ou que Salem a un commentaire à faire par rapport à c'est quoi junior, senior. Bon, c'est vrai que Amen est en France, peut-être que c'est différent peut-être de ce que pense Monsieur Thomas, ou bien Salem aussi, qui travaille aussi, enfin, qui a beaucoup d'interactions. Je ne sais pas ce que vous en pensez et tout. Oui, comme le général Ouki, voilà, c'est une responsabilité, quoi. Oui, Salem, vas-y, tu as la parole. Ok. Bon, je ne sais pas si vous me recevez bien. En fait, moi, de mon point de vue, c'est les seniors que j'ai l'habitude, enfin, ceux que j'ai l'habitude d'appeler seniors, ce sont des personnes vers lesquelles, quand tu vas pour un problème, quand tu as un problème, généralement, par exemple, lorsque quelqu'un vient vers toi et qu'il te pose un problème, c'est-à-dire, généralement, il a déjà commencé une solution et il est en train de vouloir te mettre sur le chemin de sa solution. Et généralement, ce que les seniors font, c'est essayer de creuser ou essayer de comprendre en fait qu'est-ce que le gars il veut faire à la base
Et en fait, de pouvoir lui dire en fait que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'aller sur tel chemin. Le problème que tu essaies de résoudre, en fait, la question que tu me poses, ce n'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, je dis, je suis développeur. Et par exemple, quelqu'un dit, ah, on veut faire du real time, du temps réel, entre le back-end et le front-end. Et il se trouve que, bon, on dit, ah, on va utiliser Socket.io, ou on va utiliser WebSocket, ou on va faire ci, ou on va faire ça, ou on va utiliser les SSE. Celui qui est junior, par exemple, il va aller sur une documentation, il va peut-être suivre un tuto YouTube, il va suivre étape par étape ce que la personne fait, et il va l'implémenter. Et là, il aura peut-être le résultat, mais il n'a pas bien compris. Le Seigneur, lui, il sait peut-être ce que c'est, et même s'il ne savait pas, quand il va se retrouver dans la doc, son boulot ne sera pas juste de regarder un tutoriel, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est plutôt l'esprit que, ça dit la capacité de la personne à analyser les problèmes, à résoudre des problèmes, à apporter des solutions, parce que c'est ce qu'on nous, enfin, en tant que dev, ce qu'on attend de nous, c'est qu'on puisse trouver des solutions. Et au jour le jour, on est obligé de retravailler et de retravailler encore et encore nos approches, nos philosophies, tout ce qu'on fait pour pouvoir optimiser les choses, enfin, le résultat final vers lequel on s'attend. C'est pour ça qu'un senior est plus rigoureux sur des choses comme bien comprendre le concept, des choses comme, par exemple, quand tu dis, ah non, on va faire WebSocket, on va faire HTTP, alors que tu ne sais pas que ce sont des protocoles qui se construisent les uns par-dessus les autres et qui changent sur des détails. C'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Donc, pour moi, quelqu'un que je vais appeler senior, c'est celui-là qui est en mesure de prendre un sujet, d'oublier tout ce que les gens en disent et de te faire un exposé, de te dire clairement comment ça fonctionne, de la brique la plus simple, faire la brique la plus... Enfin, au moins, il est en mesure de te faire un schéma pour t'expliciter exactement comment ça fonctionne, sans te dire d'abord, on utilise tel outil, on fait tel ci, on fait tel ça, on fait tel ci, on fait tel ça. Et je pense que c'est ce que cultivent toutes les personnes que j'ai rencontrées et que j'appelle seniors. Et c'est l'idéal aussi que je poursuis tous les jours, comprendre plus en profondeur les sujets qu'on traite, les problèmes qu'on essaye de résoudre, comment est-ce qu'on les résout, et pour voir si jamais quelqu'un, c'est-à-dire quand vous rencontrez un senior, vous dites, parfois même il suffit qu'il regarde juste votre erreur et vous dise en fait, ça là, c'est dû à telle chose. Assois-toi, je t'explique. Voilà pourquoi tu as cette erreur. Ne fais plus ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est quelqu'un qui te met directement sur la bonne voie. Voilà un peu, c'est pour moi. J'ai trop parlé, désolé. Ok, amène un commentaire à faire par rapport à ce petit sujet. Oui, moi, de ton point de vue depuis la France ou bien depuis l'Europe. Non, mais le niveau de seniorité, je dirais que c'est universel. On est senior par rapport à, comment dirais-je, à ce qu'on sait faire. Pas par rapport à ce qu'on dit qu'on sait faire. Non, c'est dans la pratique et tout, dans ce que tu sais faire que tu es senior. Donc, le nombre d'années d'expérience, ça peut être un facteur, mais ce n'est pas le plus essentiel parce que si tu fais la même chose pendant 10 ans, et quand tu as un nouveau sujet que tu passes à côté, donc là, tu te remets en cause. D'accord? Donc, moi, je rejoins ce que le père Thomas et Salem ont dit. Et ce que moi, je veux faire, c'est faire une analogie avec Khaled. Parce que Khaled, ce que moi, je te conseille de faire, c'est ceci. J'ai vu que durant tout l'entretien, tu sors beaucoup de mots techniques, tu sors des termes en anglais et tout ça. C'est bien, c'est super. Mais le problème, c'est ça manque cette façon de creuser plus en profondeur dans le sujet. D'accord. Donc, ce n'est pas le fait de lire plein d'articles et de retenir des mots techniques qui fait de toi un bon dev. Non, parce que les devs qui sont en France ici, la majorité font des entretiens en français. Et même les mots en anglais traduisent ça, et même si c'est ridicule à entendre, mais le plus important, c'est de savoir ce que ça fait. D'accord? Donc, faut pas chercher à mystifier ton orateur, bien la personne qui est devant toi. Non. Essaye juste de lui faire comprendre de façon très claire
C'est en cela que constitue la vulgarisation. Ton but en entretien, c'est de vulgariser la connaissance. On te pose une question, même si tu as un mot technique qui répond aux besoins, ce n'est pas ça le plus important. C'est est-ce que celui qui est à côté de toi est capable de comprendre ce que tu dis. C'est ça le plus important. Parce que quand moi j'ai un dev qui m'a lu trop de mots techniques, là, moi je commence à avoir des pincettes parce que je me dis, il connaît les mots techniques, tout ça, mais est-ce qu'il est capable de m'expliquer? Tu vois. Encore que tu as utilisé des expressions parfois qui sont contradictoires et tout, mais on va pas s'attarder sur ça. Donc, ton but aujourd'hui, Khaled, c'est pas que tu n'es pas bon. Hein. Non, nullement. Tu es un bon dev. D'accord. Tu as fait tes preuves. N'importe qui n'est pas lead dans une équipe et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est de revenir à la source, de revenir à la base. C'est de revenir toujours à la base. Quand tu vois que tu es déjà trop sommé, pas peur. Reviens toujours à la base. Essaye d'aller checker. Tu as sorti des exemples typiquement de la documentation de MDN. Comment j'ai su? Parce que je suis allé là-bas, généralement. Tu vois. Donc, reviens à la base. Essaye d'apprendre les choses les plus futiles, les choses les plus absurdes. Et c'est en te remettant en cause par rapport à ces éléments-là que tu vas progresser. Et demain, tu vas plus dire peut-être. Donc, quand tu parles, tu affirmes, tu es confiant, d'accord? Ce n'est pas de l'aisance et tout, mais c'est de la confiance en soi. D'accord? Donc, c'est ce que moi, je voulais, mon chéri, par rapport à tout ce que le père Thomas et Salem ont dit, par rapport à la seniorité. Ok, merci. Je pense que nous sommes à la fin du mythe. On a légèrement dépassé. Et Khaled, tu es quelque part, je sais très bien. Je ne sais pas si dans l'auditoire, des gens, des commentaires, des conseils à donner. Déjà, si Khaled lui-même, ce que tu as pensé du mythe et tout, est-ce qu'il y a des conseils ou bien je sais pas, des choses à dire par rapport à ce que Khaled a fait? Il n'y aura pas de résultat. Mais si tu tiens à ce qu'il y ait un résultat, mais il n'y a pas de résultat, c'est une simulation. Le but, c'est de nous faire découvrir un peu le niveau ou bien ce à quoi ressemble un développeur senior. Donc, il n'y a pas de résultat à la fin. Tu as réussi, tu as échoué, non. Il n'y a pas ça. Le plus important, c'est d'écouter les conseils à la fin, d'essayer de faire chemin avec. Maintenant, si toi-même, tu as des commentaires ou bien quelque chose que tu n'as pas aimé, ou bien des trucs pour que nous puissions améliorer davantage le mythe. Maintenant, si dans l'auditoire, quelqu'un veut rapidement, deux, trois personnes veulent dire un truc, voilà, ça peut aller, quoi. Voilà, merci. Khaled, est-ce que tu as un truc à dire? Oui, bon, merci beaucoup pour tous les conseils que vous avez donnés. C'était de très bons conseils. Je ne vais pas commencer à me justifier parce que ça n'a pas vraiment de. C'est juste des excuses à ce stade-là. Et puis, apprenons, comme le dit quelqu'un dans le chat. Merci beaucoup. Ce qui est curieux, hier, j'ai eu à faire un entretien dans une autre boîte. C'était aussi pour un poste de senior. J'ai bien répondu aux questions théoriques, naturellement, mais peut-être de la pratique avec les TSA. Je sais que j'ai des points en fait à travailler, par exemple, les structures de données, les algorithmes et tout. Ça, c'est compliqué. Donc, en deçà de ça, le comportement même que doit avoir un senior, je pense que je vais travailler dessus. Comme je pense, en fait, on peut être senior quelque part et ne pas l'être ailleurs, et vice-versa. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup. C'était vraiment. Merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Beaucoup auront refusé. Beaucoup auront refusé. Je vois des commentaires, tout ça, mais beaucoup auront refusé de se prêter à l'exercice. Il y a beaucoup de pleureux dans le groupe. Donc, félicitons Khaled d'avoir accepté, d'avoir accepté, voilà, se prêter à l'exercice. Il avait à peine 5 jours pour se préparer. Il n'avait aucune information, compartiment aux autres. Lui n'avait aucune information, je vous dis aucune information. Donc, ça a été rapide. Il a dû se préparer à chaud comme ça. Donc, on le félicite pour sa prestation et tout ça. Donc, merci. Maintenant, s'il y a des derniers conseils ou bien des derniers trucs à dire par rapport à ce qui s'est passé, enfin, ok, il y a Jospin. Rapidement, s'il te plaît, Jospin. Bonsoir tout le monde. Khaled, merci pour l'exercice. Merci pour les interviews. Merci aux intervieweurs. C'est bien. Maintenant,
Je ne sais pas, moi, je prends la simulation toujours au sérieux parce que je me dis, j'apprends en même temps. Donc, la prochaine fois, en fait, et c'est une brève présentation que tu dois faire de toi-même. Donc, fais l'effort que ça soit bref. Ensuite, la capuche. Tu as un entretien, tu t'es mis en vidéo, donc sois présentable et tout, et tout, et tout. Ensuite, la connexion, ça t'a lâché un peu. Vraiment, tu devrais veiller à être dans un lieu où, et le bruit aussi. Donc, généralement, en fait, même si c'est dans le groupe Python et truc là, moi, je pense que tu aurais quand même pu essayer de te déplacer pour éviter tout ce bruit. Parce que moi, j'ai ressenti sur ton visage à un moment donné que tu étais agacé d'entendre du bruit. Et ça, c'est pas bien. Et j'ai aussi remarqué de petites choses, je le dirais en inbox ou si tu veux. Voilà. Merci. Ouais, merci Josephine. Je pense que c'est des très bonnes remarques. Effectivement, bon, cela peut faire penser, enfin, cela peut penser, ben, comment dire, cela peut faire croire que l'entretien n'était pas si important. Vous voyez, euh, si c'était un vrai entretien, les coupures de connexion, quelqu'un parlait de tout, quand il y avait des coupures, quelqu'un disait que si c'était un vrai entretien, c'est que tu as échoué comme ça. Donc, voilà quoi. Donc, je pense que pas forcément pour cet entretien-là. Peut-être que pour les autres entretiens, je pense quand même à rester dans un endroit calme. Parce que là, actuellement, avec le bruit, je me demande si c'était du live coding, comment tu allais coder. C'est vrai que tu as les écouteurs, tout ça, mais peut-être que les gens t'auront dérangé, tu ne seras pas dans les bonnes conditions pour maximiser tes chances de réussite. Donc, tout ça, c'est vraiment important, en fait. Donc, c'est vrai, quand on est derrière notre écran, on peut donner des conseils, mais quand nous-mêmes, on est devant comme ça, c'est compliqué. Donc, prends-nous comme un petit frère. Si c'est les conseils, là, on sait donner les conseils derrière nos télé, tout ça. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, euh, je pense qu'on va boucler. S'il y a plus de dernier, on va prendre juste un dernier retour des gens, au fait. S'il n'y a plus rien, on va s'en arrêter là. Je pense que Khaled aussi doit rentrer. Il pleut actuellement, en tout cas, papa ici, donc il ne faut pas que tu sois mouillé avec le PC, quoi. Bon, s'il n'y a plus rien, bon, on se dit, je vous dis merci. On était plus de 50, 40 dans ce live. Donc, c'était très bien et on a appris beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on va peut-être ouvrir les questions. Je ne sais pas, c'est Salem, je vais en parler avec Salem. Les questions, en fait, de l'entretien, on va les mettre à votre disposition pour que vous puissiez les consulter, tout ça, quand vous voulez, pour apprendre ou bien pour orienter vos révisions, tout simplement. Donc, voilà. Alors, c'était tout. Passez une belle soirée. Dormez bien. Lavez-vous avant de vous coucher. Et puis, à plus pour de nouveaux mythes.